Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'International. L'International, aujourd'hui, touche la gente féminine. Nous allons parler un peu de nous, les femmes, et pourquoi pas des hommes, parce que le monde est genré aujourd'hui. Je reçois le docteur Lumbala, Jean, et avec lui, nous allons parler d'un domaine qui semble un peu tabou, surtout en Afrique, en République démocratique du Congo plus particulièrement, mais dans le monde, on en parle quand même. Et j'essaye, en tout cas, avec l'International, de briser un peu ces tabous. Nous allons parler un peu de la sexualité. Voilà. Je sais que déjà, vous avez tiqué, et bien voilà, restez avec nous. Et avec le docteur Jean Lumbala, nous allons aborder un peu ce sujet. La sexualité en République démocratique du Congo. Nous allons faire cette étude comparative avec ces secteurs dans d'autres pays du monde. Très heureuse donc d'être avec nous, docteur Jean Lumbala. Je vous précise, hein, il est sexologue, donc je ne reçois pas n'importe qui. Très heureuse. Donc, bonjour, merci Paulette Kimonti. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Être sexologue, c'est quoi en fait? Médecin sexologue, expliquez un peu, ça veut dire quoi? C'est quel genre? C'est une branche de la médecine, hein? Alors, la sexologie, c'est une branche ouverte. Moi, je sais que quand j'ai étudié, on avait autant des juristes qui devenaient sexologues, des médecins généralistes qui devenaient sexologues. Donc, c'est une branche, en tout cas en Europe, c'est très ouvert. Donc, c'est ce qui va accompagner chaque spécialiste dans son travail. Et moi, en tant que psychologue, je trouvais ça intéressant, hein, de me dire, je rentre quand même dans l'intimité des gens. Et puis, surtout, en psychologie, on parle beaucoup de sexologie. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Alors, c'est une branche, la formation est riche, hein, donc on a une formation médicale de base, parce qu'on doit connaître la personne au niveau médical. Quand on fait un diagnostic, moi je commence d'abord par un examen médical. Hein, il faut voir d'abord comment la personne est au niveau de la physiologie, et puis il y a le côté psychologique, comment elle est, dans quel état elle se trouve, et puis alors le côté social. Parce qu'un sexologue doit savoir dans quelle société il met ses pieds. Même au-delà de la société, par exemple, on peut voir chez nous, au Congo, on a plusieurs ethnies, on a plusieurs cultures. Donc je dois savoir à qui je m'adresse. Est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert dans l'expression de la sexualité ou c'est quelqu'un qui est fermé? Vous voyez. Donc il y a le côté social. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quelle tribu est ouverte et quelle tribu semble fermée? Parce que nous parlons ouvertement. Je sais que, excusez-moi les amis, mais pour les Luba, le sexe est vraiment quelque chose de tabou par rapport au Bangala, par exemple. Oui. Les Bangala parlent du sexe aussi facilement que les Luba. C'est vrai ou ce sont des clichés simplement? Non, c'est vrai. C'est vrai, je pense, mais alors, ne pas parler de quelque chose ne veut pas dire qu'on pratique moins. Vous voyez, donc moi je dis il y a des théoriciens et des praticiens. Hein, donc il y a des gens qui vont en parler peut-être ouvertement, et puis il y a d'autres qui ne vont pas en parler. Pourquoi? Parce que je pense que chez les Balouba, la sexualité est sacralisée. Vous voyez, on lui apporte beaucoup trop d'importance, c'est pour ça qu'on ne veut pas le banaliser. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre ce qu'on appelle, bon moi je suis Moulouba, ce qu'on appelle le Chibaou. Hein, donc ça veut dire, ma femme ne peut pas aller voir ailleurs. Vous voyez, donc je l'ai quelque part sacralisé. J'ai sacralisé notre vie sexuelle. En cas de faute, en tout cas s'agissant de la femme, elle sera punie par le destin, par les forces surnaturelles. Vous voyez, donc on place la sexualité à un point, moi j'ai envie de dire très élevé, on prend ça très au sérieux. Et en Europe, est-ce que c'est vrai que l'impression que ça donne, est-ce qu'en Occident, vous avez vécu là-bas, docteur Jean Lumbala, est-ce que le sexe est banalisé, comme on a l'impression, ça nous donne l'impression qu'en Occident, le sexe est vraiment banalisé. La femme est désacralisée, comme vous le dites, l'homme aussi, hein, parce que le sexe, c'est des deux côtés. Est-ce vrai? Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on doit vraiment regarder. Hein. Alors, l'Occident, quand on entend parler de l'Occident, moi j'ai l'impression qu'on confond parfois les choses. On va dire, on va voir en été, les femmes sont légèrement habillées. Mais en hiver, on a 50 000 couches de vêtements. Vous voyez. Or, c'est en hiver qu'on pratique plus la sexualité qu'en été. Donc, le fait d'être habillé légèrement ne veut pas dire qu'on va consommer plus de sexe. Parce qu'on va voir, hein, comme il y a 4 saisons, beaucoup d'enfants, il y a plus de naissances vers le 9e mois, donc vers l'automne. Et beaucoup de femmes tombent enceintes en hiver, où justement on est habillé caché. Vous voyez. Donc, le fait, ce qu'on voit à l'extérieur, ce qu'on vit à l'intérieur est très différent. Par exemple, moi j'aime beaucoup la société japonaise, qui est, comment on va dire alors, occidentale ou pas. En tout cas, c'est une société... C'est entre les deux, j'ai l'impression. Entre les deux, hein, oui, oui. Mais quand on va voir les statistiques, par exemple, les Japonais vivant sous le même foyer, un couple, ils font l'amour 1 fois par mois. Vous voyez, c'est très rare. Or, la sexualité est très développée. On en parle tout le temps, mais c'est plutôt sous forme de fantasme. Vous voyez, les Japonais sont très ouverts au niveau de leurs fantasmes, mais très fermés au niveau de la consommation traditionnelle de la sexualité. Donc c'est pour ça qu'on peut penser que c'est négligé alors que c'est pas négligé. C'est juste regarder autrement. Et par contre, chez nous, c'est plutôt dans le cadre de la vie de couple.
Vous voyez, on veut être marié pour vivre la sexualité. En Europe, le fait de permettre, de laisser cette ouverture, ça ne veut pas dire que c'est délaissé ou c'est négligé. Vous allez voir, par exemple, moi j'ai grandi dans une certaine ouverture. Je sais que chez moi, je pouvais recevoir mes amies filles, ma copine pouvait venir à la maison. Elle pouvait venir dormir à la maison. Mais ça ne se passait pas, vous voyez. Parce qu'il y avait une certaine ouverture, il y avait une certaine permission. Or, chez nous, on veut contrôler. On veut contrôler la sexualité, on veut mettre beaucoup de sérieux, et donc du coup l'enfant veut voler. Chaque fois qu'il se retrouvera avec son copain, il va se dire c'est l'occasion de passer à l'acte. Vous voyez. Et donc on peut voir, hein, si vous voyez les chiffres par exemple concernant les IVG. Chez nous malheureusement, j'ai l'impression que l'interruption de grossesse est devenue presque comme un moyen de contraception. Beaucoup de jeunes filles, hein, j'ai travaillé à beaucoup de jeunes filles, vous allez voir, quand j'ai vu les jeunes filles de 18 à 25 ans, 1 sur 2 a déjà eu recours à l'IVG. Mais comment éduquer, nous sommes dans notre société congolaise, oui. Mais nous sommes ouverts au monde, c'est ça, le choc des cultures, c'est ça l'international. Oui. Comment éduquer maintenant, comment parler de la sexualité à nos enfants oui. qui sont ouverts aujourd'hui au monde, parce oui. que les parents sont butés aux traditions, impossible de parler de sexe aux enfants, mais les enfants parlent entre eux de sexe. Oui. Les films, l'Internet, tout ça. Comment vous, en tant que sexologue, vous aidez les parents à discuter avec leurs enfants de ce thème-là qui semble, même le mot-là, je sais que ça va choquer beaucoup de téléspectateurs et de téléspectatrices, parce que le mot sexe, déjà, ça choque. Alors, quel mot utiliser? Comment parler aux enfants, même entre nous, comment parler de cela? C'est un péché parce que les églises s'y mêlent, tout le monde s'y mêle. Comment parler de sexe aux enfants? C'est pas un péché. L'enfant est le produit de la sexualité. Il le sait. Parce que quand il va nous poser la question, les enfants sont intéressés par la question à l'origine. Comment j'ai été fait, moi, maman? Est-ce que j'ai été dans Comment répondre à cette question? Par exemple, un enfant de 3 ans, de 4 ans, comment répondre? Je viens d'où, maman? Comment répondre? Oui. Alors, on doit suivre l'âge. Hein, donc on doit suivre vraiment l'âge. Et moi je pense on répond par rapport à la compréhension de ce qu'a l'enfant. À 4 ans, on est encore dans le monde un peu, j'ai envie de dire, féerique. Où l'explication qu'on va donner à l'enfant, on va dire, mais tu sais, bon, je ne dis pas que tout le monde est chrétien, on peut dire, mais non, c'est parce que papa et moi, on était amoureux, on a voulu t'avoir, on a demandé au bon Dieu, et le bon Dieu t'a placé dans le ventre de maman. Et en tout cas, le ventre de maman, ça, on ne doit pas mentir. Parce qu'il l'enfant doit savoir déjà qu'il vient du ventre de maman. Okay. Voilà. Maintenant, ils peuvent poser des questions, mais comment je suis sorti de ton ventre? Mais le docteur a ouvert mon ventre. Vous voyez, on peut dire comme ça. Mais ouvert par le haut, par le bas, là, ça reste voilà, à son niveau à lui. Mais bon, tu sais, je pourrais t'expliquer un peu plus tard. En fait, ce qu'on doit faire, c'est donner des explications tout en promettant. On ne donne pas tout en même temps. Et vous allez voir que l'enfant est patient quand il reçoit des choses à petite dose. Donc on lui a donné une petite explication, on dit, mais tu sais, d'autres sujets, on abordera quand tu seras un peu plus grand. Et puis il posera des questions, on pouvait mettre, je sais pas, moi si c'est 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans. Et jusqu'à arriver à un niveau où, avec les adolescents, là où ça devient compliqué. Parce que là, il n'y a pas que la tête, mais il y a le corps qui fonctionne. Donc l'enfant se rend compte que son corps a changé. Son corps devient l'objet de la sexualité. Et là, c'est là le plus important. C'est là vraiment qu'on doit trouver les mots qu'il faut, qui correspondent. Parce que malheureusement, dans notre éducation, même en Europe, hein, je pense qu'on confond la sexualité et la génitalité. On va en parler aux filles, on va dire maintenant, tu deviens une femme, tu auras des seins, tu auras ton cycle menstruel, mais ça c'est la génitalité, c'est pas la sexualité. La sexualité, c'est quand le jeune connaît ce corps. Alors, les seins, ça sert à quoi? Vous voyez, c'est donner il faut en parler aux enfants. En fonction de leurs questions. En fonction de leurs questions, j'insiste. Donc, si, vous voyez, vous donnez... Mais si l'enfant ne pose pas de questions, moi je suis mère, si tes enfants ne sont pas aussi curieux, comment faire? C'est à toi, le parent, d'aborder le sujet où on se tait, on fait l'hypocrisie, en fait. Oui. Non, on aborde. Hein. Maintenant, ce que vous disiez, ce qui est important, c'est que dans nos traditions à nous, on envoyait... Alors, l'enfant, parce que parfois ça peut être frontal de parler de la sexualité avec maman, mais je peux parler avec la tante. La petite sœur de maman, parfois ça passe mieux, parce qu'il y a une espèce de proximité générationnelle qui peut s'installer. Mais en tout cas, il faut montrer à l'enfant qu'il a la possibilité de trouver des personnes de confiance dans l'entourage immédiat, pour qu'il n'ait pas accès justement à Internet, à ces moyens où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Mais il faut en tout cas que l'enfant ait cet accès-là. Parce que quand on vous dit dans nos traditions, c'était comme ça. Moi, je me souviens tout petit, c'est un grand frère qui avait parlé de ça avec moi. En me disant, oui, tu vois, maintenant, tu es devenu grand, tu vas avoir le sperme qui va sortir de ton zizi et tout ça. Donc, c'était pas avec mes parents, mais j'étais au courant.
Vous voyez, parce que ce grand frère-là a estimé que c'était le moment. Maintenant, je ne sais pas. Alors, on peut le faire de manière subtile. Est-ce que c'est mon père ou mon frère ou quelqu'un qui a envoyé ce cousin-là pour m'en parler? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est à nous de créer ce cadre-là pour qu'il y ait un discours vrai. Voilà. À la télévision, dernièrement, il y a des pubs qui passent. Moi, ma fille m'a posé la question, à quoi ça sert, pardon, les pilules? Parce qu'il y a une pub qui passe, il y a une grand-mère qui propose des pilules à sa petite fille. Alors ma fille me pose la question, mais maman, à quoi ça sert tout ça? Donc, deux fois, je suis très ouverte sur autre chose, mais devant certaines questions, on est vraiment buté parce que c'est ta propre fille, tu sais que tu dois chercher des mots appropriés. Est-ce que c'est permis de faire passer des messages comme ça par des pubs? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ces pubs docteur, je me dis que non, là on est en train de permettre ou en train d'ouvrir le champ, de dire à la fille, tu peux prendre des pilules, mais tu n'auras pas ça, tu ne seras pas enceinte. Est-ce que c'est pas une façon aussi de parler de la sexualité indirectement aux enfants ou d'une façon subtile, à travers les publicités? Mais pour moi, ça c'est une publicité irresponsable. Parce que je dis, j'ai grandi en Europe, je ne pense pas, j'ai pas souvenir d'avoir vu la publicité de la pilule à la télé. Ça ne peut pas passer à la télé. Le préservatif, oui. Pour moi, le préservatif, c'est quelque chose d'international. Le préservatif, il ne faut pas de précaution médicale pour en prendre. Les préservatifs, ils ne font pas 100 000 explications, si ce n'est... Comment le mettre, comment... Voilà, c'est quelque chose qui va ça protège de la grossesse et des maladies. Voilà. Mais la pilule, pas des maladies. Non, la pilule, c'est très subtil. C'est un médicament. C'est un médicament. Il faut une prescription médicale. Il faut surtout savoir... J'ai abordé le sujet dans mon livre « La vie sexuelle des Congolais » où j'ai même intitulé le chapitre « Lorsque la pilule tue ». Parce que la pilule tue. La pilule, c'est un poison. Et il faut le savoir. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez par exemple qu'en France, suite au décès de plusieurs femmes, on a interdit la prescription de la pilule de la 3e et 4e génération pour la personne qui la prend pour la première fois. Vous voyez, donc les fabricants eux-mêmes qui ont conçu ont interdit. Mais alors, est-ce que chez nous, on aborde la question de ce point de vue-là? Est-ce qu'on connaît la pilule? Est-ce qu'on sait où en est son évolution actuelle pour savoir qu'est-ce qu'on va préconiser, qu'est-ce qu'on va prescrire à l'enfant? Parce que c'est pas à la maman de prescrire la pilule, ni à la grand-mère. C'est à la maman ou à la grand-mère de se poser des questions. Est-ce que notre fille a peut-être une vie, on veut contrôler... Est-ce que le parent, tel que je suis là, j'ai des filles de 15 ans, je vous interromps parce que les questions viennent. Ma fille a 17 ans aujourd'hui. Est-ce que moi, la maman congolaise, je peux acheter une pilule et offrir à ma fille? Jamais. La pilule vient d'une prescription médicale. Donc la pilule, c'est vous avez des questions, vous posez sur la sexualité de votre fille, vous en parlez avec elle ou vous en parlez avec le gynécologue, le ou la gynécologue. C'est suite à la conversation avec le gynécologue, suite à l'examen médical, que le gynécologue va vous dire... Quel examen médical? Donc contrôle le sang et tout. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Alors, parce que parfois la pilule est un traitement médical, hein, pas seulement pour comme moyen de contraception. Je sais qu'il y a des femmes qui ont des problèmes d'ovaires. Hein, où les ovaires ne fonctionnent pas bien, alors on donne la pilule pour activer les ovaires, donc ça peut être un traitement médical. Donc il faut savoir, maintenant on va donner la pilule pourquoi. Si c'est le cas des ovaires, mais dans le cas de la contraception, comme je disais, les pilules sont de plusieurs générations. Alors, la première génération, c'est une pilule où d'abord on voulait prévenir la grossesse, où on a fabriqué chimiquement la progestérone. La progestérone, c'est une hormone qui permet à ce que la grossesse évolue. Vous voyez, donc on a mis ça là-dedans. Dans la deuxième génération, on s'est rendu compte que la pilule de la première génération avait beaucoup trop d'effets secondaires sur la femme. Entre autres, des problèmes d'acné, de prise de poids, d'humeur. En fait, il y avait trop d'effets secondaires. Donc on a mis la pilule de la deuxième génération. Et troisième et quatrième. Donc si vous voulez, on s'est focalisé sur les effets secondaires. Pour essayer d'améliorer, mais on a oublié maintenant d'autres phénomènes comme on a vu beaucoup de femmes avec les espèces de thrombose. Ça veut dire? La thrombose, donc ça veut dire il y a un caillot de sang qui s'est mis dans la circulation et c'est ça qui a causé beaucoup de morts en France. Entre autres les problèmes de paralysie. Oh là là. Donc c'est très sérieux. Alors sur base de ça, donc chaque pilule, chaque génération a un dosage d'hormones. Okay. Donc maintenant moi je dois voir ma fille, quelle est sa constitution, quelle hormone est là. Parce que vous, comme votre fille, vous êtes différente au niveau hormonal. Vous allez voir peut-être vos hormones, la progestérone, l'œstrogène et tout ça est différent. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, la comme cette pub, je me permets de vous interrompre. Je peux acheter je me permets de citer, parce qu'on suit cette publicité-là, je peux prendre le à l'aise là, et je donne à ma fille comme ça. Non, c'est vraiment pas approprié. C'est pas indiqué du tout. C'est pas approprié parce que... Mais c'est une fausse pub, il faut quand même qu'on en parle, parce que moi, ma fille m'a posé la question, ça sert à quoi? Il faut aller d'abord chez le médecin pour...
Quand prendre la pilule, quand la fille est vierge ou pas, ou après avoir accouché, tout ça sont des questions que les femmes se posent. Est-ce que la pilule, ça se prend quand la fille est vierge ou pour ne pas avoir d'enfant ou après les accouchements? Quand est-ce qu'on peut prendre la pilule? Alors, on prend la pilule pour ne pas tomber enceinte. Donc ça, c'est la prescription première. Alors, souvent, j'imagine, on va la prendre quand on est en relation avec un homme. Donc, donner ça à une fille, maintenant, ça, c'est, je dis si vous faites confiance ou pas. Parce que beaucoup de parents donnent la pilule pour contrôler. Mais à nouveau, là, on contrôle la grossesse, mais on ne contrôle pas les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est ça. Et la pilule, la femme va le prendre. Je ne sais pas, vous êtes marié, vous vous dites, bon, nous, la première année, on veut d'abord profiter. On ne veut pas que madame tombe enceinte, alors on va prendre la pilule. Ça, c'est pour moi la première prescription de la pilule. Mais maintenant, comme je dis, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, la pilule, moi, je recommande d'autres moyens, comme le préservatif. Il n'y a aucun effet secondaire. C'est 99% de protection et ça protège et des maladies et de la grossesse. Ça, c'est pour l'homme. Il y a des préservatifs pour femmes, mais les femmes ne savent pas comment de fois l'utiliser. Mais il y a quand même des préservatifs pour femmes. Les préservatifs pour femmes, c'est là. Vous pouvez voir sur l'emballage, on montre comment le mettre. Et l'avantage d'ailleurs du préservatif pour la femme, c'est qu'elle peut mettre 2 heures avant, avant le rapport sexuel. Donc elle peut vraiment l'installer, elle est à l'aise et puis elle va pratiquer l'acte sexuel. Parce que là, elle est sûre, c'est elle qui a mis, c'est elle qui contrôle son corps. Contre les maladies et contre la sexualité, contre la grossesse. Vous voyez, parce que l'homme peut mettre le préservatif, mais s'il décide de l'enlever ou si ça se trouve, vous ne savez pas gérer. Enfin bon, c'est très rare que ça existe quand même, que ça arrive. Mais en tout cas, le préservatif, c'est le meilleur moyen. Il y a d'autres moyens de contrôler la contraception. Moi, je pense au stérilet. Alors, le stérilet fait peur, déjà par son nom, parce que stérilet, ça veut dire stérile. Alors, il y a des femmes qui me disent, oui, mais ça va me rendre stérile. Non. Le vrai nom, c'est le dispositif intra-utérin. Donc, c'est un dispositif que je place à l'intérieur de mon utérus. Vous voyez, le col de l'utérus. Et donc, ça protège des maladies. Alors, l'Église catholique, c'était... a combattu ça. À juste titre, parce que les premiers stérilés, si vous voulez, ça détruisait l'œuf qui est conçu. Donc, on disait ça détruit l'être humain. Ce qui est un péché pour l'Église catholique. Alors que maintenant, les stérilés actuels détruisent les spermatozoïdes. Donc, c'est fait à base de cuivre. Le spermatozoïde n'est pas encore un être humain. Non. Tant que c'est pas fécondé, c'est pas encore un être humain. Voilà. Okay. Donc, au moment du rapport sexuel, ce stérilet-là est fait à base de cuivre. En fait, le cuivre à l'état naturel a comme propriété de détruire les spermatozoïdes. Donc, c'est un stérilet qui n'est pas hormonal, donc il n'y a pas de danger pour le corps de la femme et ça va tuer les spermatozoïdes. C'est impeccable. Alors, parfois, on a peur que ça fasse mal. Non, ça ne fait pas mal. Donc, vous ne le sentirez même pas. Donc, c'est un tout petit truc qu'on a placé au fond de votre col et vous êtes à l'aise avec ça dans votre vie sexuelle. Voilà. Mais la pilule, non. La pilule, comme je dis, c'est très compliqué. En tout cas, dans la société comme la nôtre, où les jeunes filles ne vont pas voir de gynécologue. Oui, et donc c'est compliqué parce qu'il faut un suivi quand même. C'est vrai que j'ai un sexologue avec moi. Est-ce que c'est recommandé? Nous, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de tabous. Est-ce que c'est recommandé de demander à nos filles d'aller voir un sexologue ou un gynécologue? Parce que chez nous, quand on voit gynécologue, on voit déjà grossesse, on voit maladie. Est-ce qu'une jeune fille peut aller comme ça voir un gynécologue pour un check-up comme ça? Est-ce que c'est bien? Oui. Alors moi... Surtout quand elle est vierge. Moi, je me dis, parce que les filles se posent la question, je suis vierge, avec le toucher vaginal et tout ça, est-ce qu'il n'y aura pas de retombées, des problèmes? Est-ce que c'est recommandé à une jeune fille d'aller voir un gynécologue? C'est absolument recommandé. Après combien de temps Absolument recommandé. D'ailleurs, vous allez voir dans les sociétés occidentales où, par exemple, je sais qu'en Belgique, on est obligé d'aller voir le gynécologue 1 fois par an. On est obligé, vous voyez, c'est une obligation. Parce que c'est ça qui va permettre qu'il y ait beaucoup de maladies qui n'arrivent pas. On ne va pas rentrer dans un débat polémique, par exemple. Moi, je me suis insurgé sur certaines personnalités, je ne vais pas citer son nom, Dr Mukwege, qui a parlé des fistules, comme quoi c'est consécutif au viol. Non, les fistules sont consécutifs à la négligence gynécologique. C'est parce que les femmes ne vont pas voir de gynécologue avant, pour savoir comment est mon corps, comment est mon bassin, comment sont mes hormones, comment je pourrais, quand je tomberai enceinte, comment ça va se passer. Et quand je tombe enceinte, je dois avoir un vrai suivi. C'est pas seulement pour aller voir le gynécologue pour connaître la grosse... Non, il faut faire la kiné prénatale, il faut faire la kiné postnatale. Une grossesse bien suivie, c'est le bénéfice de tout le monde. Il n'y aura pas de fistule, il n'y aura pas de déchirure, il n'y aura pas des problèmes de perte urinaire ou des problèmes de désir sexuel, parce que tout ça, finalement, c'est ce que je reçois.
Je vois des femmes qui viennent me voir, ah mais voilà, j'ai plus de libido suite à l'accouchement. Mais ça a été mal fait, il y a peut-être des déchirures, il y a peut-être le clitoris qui a été atteint, mais tout ça parce qu'il n'y avait pas un vrai suivi gynécologique avant. Donc oui, effectivement, toute jeune fille doit voir le gynécologue, qu'elle soit vierge ou pas. Dès la puberté, dès qu'elle a ses règles, c'est recommandé à ce moment-là d'aller voir le gynécologue. C'est vrai que la sexualité, surtout en Afrique, on ne voit que la jeune fille, parce que c'est la jeune fille qui porte la vie et tout ça. Et pour l'homme, par exemple, l'homme doit aller voir qui? Le jeune garçon peut aller voir qui? Est-ce que chez l'homme, tout est OK? Il doit aller voir, c'est pas un gynécologue, l'homme doit aller voir qui, en fait? Malheureusement, l'homme n'a pas de spécialiste. Il n'y a pas de spécialité médicale propre aux hommes. Alors souvent, on va voir un urologue, mais l'urologue, j'insiste, c'est l'appareil urinaire. Donc c'est autant l'homme que la femme. L'homme, malheureusement, n'a pas de spécialiste. Mais il devrait aller voir un généraliste. Hein. Je pense qu'en allant voir un généraliste déjà, en se disant, bon voilà, comment ça se passe pour moi au niveau de ma sexualité, il peut voir. Hein, parce qu'il y a beaucoup de troubles, hein, par exemple, que moi je vois chez les hommes, entre autres l'éjaculation précoce qu'on peut rencontrer chez les hommes, qui naissent avec ce trouble-là. Et donc un examen clinique normal chez un généraliste qui s'y connaît ou qui demande l'avis d'un sexologue, on peut prévenir ce problème-là. Vous voyez, donc il y a des problèmes avec lesquels on peut naître. Donc comme je dis, on peut naître éjaculateur précoce et on va soigner ça au niveau médical, le problème sera résolu. Vous êtes sexologue, on va prendre un autre cas qui sévit. Vous avez cité le docteur Mukwege. Quand on voit docteur Mukwege, on voit un peu les viols. Nous allons parler un peu des viols. Les viols, c'est quelque chose vraiment d'intime pour une femme hein, quand elle se sent violée. Est-ce que vous recevez beaucoup de femmes violées en tant que sexologue? Est-ce qu'il y a des recommandations, par exemple, comment pousser une jeune fille qui a été violée à parler, par exemple, à qui s'adresser, où aller, par exemple, par rapport à ces cas-là? Parce qu'en Occident, moi je suis partie en Occident, il y a des centres spécialisés, il y a des adresses bien précises. Quand une femme est violée, elle peut... Chez nous, on va s'adresser à un sexologue à qui... Est-ce qu'il y a des endroits spécialisés quand une fille est violée? Malheureusement, moi je reçois, oui. J'ai reçu beaucoup de femmes violées, entre autres avec le phénomène de catch. Hein, donc on s'est retrouvé à la clinique avec des femmes, des filles qui ont été violées dans avec les enlèvements, qui se fait dernièrement ici. Enfin, dernièrement, moi c'est depuis 1 an quand même. Oh, oui, c'est un phénomène qui maintenant qui prend de l'ampleur. Qui prend de l'ampleur, oui, voilà. Et donc, ils sont violés dans les catchs et c'est difficile d'en parler pour les jeunes filles. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il faut aller à l'hôpital. La première chose, c'est d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire juste après avoir été violé? Il faut peut-être que les filles savent. Qu'est-ce qu'il faut faire, le schéma précis quand on est violé? Alors, on doit garder les vêtements qu'on avait. Vraiment, il ne faut pas changer de vêtements. Il ne faut surtout pas se laver. Surtout pas. Parce que là, ça va mettre... il y aura, si vous voulez après mener une enquête, on ne saura rien faire. Parce qu'avec vos vêtements, avec l'état dans lequel vous êtes, on peut faire un vrai examen. On pourrait voir si par exemple il y a des infections, il y a certains virus, certains microbes qui vous ont atteint. On va voir les traces du corps de l'agresseur sur vous encore. Donc c'est très important d'aller sans s'être lavé avec les vêtements qu'on avait pour voir le médecin. Maintenant, ce qui est important, et malheureusement où mes collègues médecins vont trop vite, c'est tout de suite aller vers l'examen médical. Non. Moi, je me souviens, on a pris en charge une dame qui venait d'être violée dans un catch, et on en a parlé avec la chef de clinique. Je dis non. Ce qu'on doit faire, on doit suivre le rythme de cette femme. On l'a déjà violée une fois, nous on ne doit pas venir encore avec le spéculum, avec toutes ces choses-là. C'est déjà un viol aussi. Voilà, je dis c'est un deuxième viol. On m'a dit oui, mais son employeur veut être sûr qu'elle n'a pas de maladie, elle n'a pas. Je dis ok, ce qu'on va faire, on va suivre son rythme. Moi, je me suis adressé à cette femme-là, je lui ai expliqué. Tout calmement en disant, c'est vous qui allez faire l'examen. Personne ne va vous examiner. C'est vous qui allez prendre un coton-tige, vous allez mettre là où vous pouvez, au niveau de votre vulve, et vous nous donnez. Avec ça, on aura fait le meilleur prélèvement. Voyez, donc cette dame a fait elle-même l'examen, nous on a fait le prélèvement, et après quand elle s'est mise en confiance, c'est là qu'on a pu faire d'autres examens. Mais on ne doit pas tout de suite venir nous précipiter avec le spéculum, il faut opérer, il faut faire ci, ça. Non. Parce que ce qui est particulier, ça ne doit pas être l'excuse, hein, c'est que le corps de la femme, le vagin, a parfois une capacité régénératrice naturelle. Voyez. Il y a des femmes qui peuvent subir un viol, être déchirées, mais la déchirure partira d'elle-même sans qu'il faille une intervention chirurgicale. Parce que ça, maintenant, c'est chez la femme qui avait une bonne hygiène gynécologique, qui allait voir, par exemple, un gynécologue qui peut lui expliquer comment gérer, par exemple, comment on appelle ce muscle? Le périnée. Alors, le périnée, c'est central pour le corps de la femme. C'est un muscle qui gère à la fois le vagin, l'anus et l'urètre. Et donc,
quand on gère bien son périnée, quand on est habitué à faire la gymnastique, d'ailleurs, vous parliez des traditions. Hein, je sais que les femmes, quand on les éduquait, les jeunes filles, on n'en fait plus, dommage. Les filles entrent en mariage vraiment toutes ignorantes. Hein. Voilà. C'est vrai qu'elles ont peut-être l'impression de tout savoir. Oui. Je m'excuse avec les films pornographiques, mais elles ne savent rien du tout. Hein. Pas du tout. Parce que les mamans donnaient ces exercices-là. Elles disaient, elles apprenaient aux filles comment gérer le périnée, c'est-à-dire comment faire les contractions et les relâchements. Ça donnait plus du plaisir à l'homme, mais à soi aussi. Vous voyez. Donc la souplesse de son périnée va faire que on peut faire un accouchement qui soit horrible, qui soit difficile, on va se régénérer naturellement. Tout comme on va subir un viol avec une déchirure, on va se régénérer à nouveau naturellement. Vous voyez. Donc c'est très important une consultation gynécologique pour avoir le suivi de son corps. Ok. J'aimerais bien savoir, vous avez parlé un autre volet, le viol. Oui. On a l'impression que le viol ne s'adresse qu'aux femmes. Est-ce qu'il y a des hommes violés? Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le monde... C'est vrai, on ne met jamais l'accent sur les hommes violés. Oui. Là où les hommes sont le plus violés, c'est dans les pays arabes et musulmans. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Oui. Wow. Voilà. Parce que pourquoi? On va voir, c'est des sociétés, on va dire macho, hein, où la femme est soumise. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces hommes sont violés par souvent des tantes, comment on dit en lingala, tatamoisi, la tante paternelle. Vous voyez, parce que c'est une femme, mais certes, mais qui a un côté homme, parce qu'elle est la sœur de papa. Elle a un ascendant psychologique sur les enfants. Et donc, il y a beaucoup de cas d'inceste comme ça dans le monde arabe, où c'est la tante paternelle qui va abuser de son neveu. Donc oui, le viol chez les hommes existe beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup. Mais on a entendu parler des églises, hein, les viols des prêtres. C'est souvent les garçons qui ont été violés par les prêtres hommes. Voilà. Donc il y a plus de cas de viol de garçons, par exemple, au niveau de l'église, plus que chez les filles. Vous avez mis aussi un autre accent, l'émission c'est par chapitre, les soins intimes. Oui. C'est l'international. En Occident, on nous dit deux fois si c'est vrai ou c'est faux, que les femmes blanches ne se lavent pas très bien, que les femmes blanches mettent trop des produits. Et chez nous, c'est aussi la même chose. On se met des trucs traditionnels pour resserrer le vagin et tout. Vous êtes sexologue. Comment une femme peut faire son bain intime? Avec de l'eau claire, tout simplement. Sans produit, pas de l'eau glacée, parce que moi j'ai appris aussi il faut de l'eau glacée. Non, l'eau glacée c'est pour les seins. Ah, ça permet de raffermir les seins. Donc quand une femme prend une douche, même avec l'eau chaude, elle doit finir toujours par se laver les seins avec de l'eau froide. Parce que ça permet de raffermir les seins. Et aussi, ça permet de garder... En fait, les seins sont constitués de petites cellules en forme un peu de ce légume qu'on appelle le mycélie. Vous voyez, avec des crochets comme ça. Ah, voilà, oui, voilà, exactement. Et ces cellules-là ont besoin de se refermer. Et l'eau chaude a tendance à les détendre. Et l'eau froide a tendance à... Donc c'est ça qui, par exemple, on va voir les femmes qui ont des seins fermes, qui tiennent encore, mais c'est parce qu'elles les rincent à l'eau froide. Et donc la douche intime, c'est avec de l'eau claire. Pas se mettre le doigt, comme nos mamans nous le disaient à l'époque, nos grandes sœurs, il faut se mettre les doigts quand on se lave. Mettre le doigt, oui, enfin, on va nettoyer un petit peu, mais à l'eau. Mais introduire les doigts et tout ça, c'est... Il y a des médecins qui découragent ça, qui disent que c'est pas parce qu'un vagin trop propre, c'est un piège à infection. Et donc, un vagin trop propre est piège à infection. Vous allez voir les femmes qui souffrent beaucoup d'infections vaginales. Ce sont des femmes trop propres. C'est des femmes trop propres. Parce que le vagin a besoin de... Bizarre, c'est contradictoire. Tout à fait, tout à fait. Elle a besoin de flore, on appelle ça la flore génitale. Vaginale. Et donc, c'est ça qui va la protéger. Parce que quand un corps sale va venir, c'est la saleté combat la saleté. Vous voyez. Et donc, ça doit protéger la femme. Celle qui se nettoie trop, elle est trop propre. Donc, il suffit. D'ailleurs, le cancer du col de l'utérus, parce qu'on parlait des jeunes... On va en parler. Ça refait surface. Il y a vraiment une recrudescence, en fait, parce que nous, on a grandi, on ne connaissait pas ces cancers de col de l'utérus. Pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de cancers de col de l'utérus? Mais ça vient de là. En RDC aujourd'hui. Ça vient de là parce qu'on va se nettoyer. Alors, le papillomavirus, donc c'est un virus qui est souvent chez l'homme. Et donc, un homme moi par exemple, je le dis à mon fils, il est étonné, après avoir fait pipi, il essuie avec le papier toilette. Il dit, mes copains se moquent de moi. Je dis, non, c'est ce qu'un homme doit faire, autant la femme que l'homme. Beaucoup d'hommes ne le savent pas, il faut vous essuyer, Parce que ce pipi-là qui reste après le pénis est un peu au repos, donc ça va rentrer dans les petites peaux, et au moment du rapport sexuel, et donc c'est ça qui va infecter la jeune fille. Donc on préconise le vaccin du cancer de col de l'utérus chez les jeunes filles. Mais chez nous, c'est pas encore obligatoire. Hein. C'est pas encore obligatoire. On ne sait même pas, mais en Europe, je sais que dès l'âge de 14 ou 15 ans, le vaccin pour combattre le col de l'utérus est presque obligatoire. Pourquoi pas chez nous? Parce qu'aujourd'hui, les cancers battent son record en Europe. Tout à fait, oui, c'est ça. On devrait arriver à ça. Parce que là, comme je dis, ça vient d'un virus qui vient de l'homme. Donc c'est la saleté de l'homme qui va contaminer tout de suite la jeune fille vierge et ça va provoquer, donc avec le temps,
conséquence ça va provoquer ce cancer du col de l'utérus. En tout cas, on a mené l'étude en Australie, on a vu que 80% de cancers, enfin les cancers de col de l'utérus avaient diminué de 80% depuis qu'on a obligé ce vaccin-là. Vous voyez. Donc c'est important. Donc je dis non, c'est pas que les femmes doivent être sales, mais l'hygiène intime s'arrête au niveau de l'eau, hein, parce qu'elle doit juste la nettoyer, l'eau claire. Hein, bon. Maintenant, c'est vrai que avec le clair, c'est un problème. Voilà, elle peut acheter une petite bouteille d'eau, hein, l'eau minérale, elle a juste rincé, elle a bien frotté au-dessus, un peu en de l'intérieur, mais c'est tout. Et c'est amplement suffisant. Oui. Et l'homme aussi, donc comme je dis, doit se frotter, mais doit aussi se nettoyer. Le choc de culture, docteur Lumbala, c'est vrai qu'aujourd'hui les mariages sont mixtes. Est-ce que la sexualité est différente selon les races ou selon les cultures, selon les pays? Non. Non, c'est comme je disais, maintenant c'est de voir, c'est la culture. Alors, pour moi, la culture, ça ne dépend pas des pays. La culture, c'est ce que vous avez relevé au début, c'est entre un Moulouba et un Mongala. Vous voyez, on est dans le même pays, mais on est différents culturellement. Alors, comment on va créer quelque chose en commun? D'équilibre. Voilà. Parce que, oui, une femme qui ne veut pas parler... Congo, par exemple, qui ne supporte pas la liberté d'un Mongala, comment peut-elle s'adapter par rapport à ça? C'est ça maintenant, la richesse culturelle, c'est qu'on arrive à faire commun. Moi, je dis toujours, un couple, c'est l'équation 1 + 1 = 3. C'est pas 2. Et surtout pas 1 comme on nous dit dans la Bible. Hein. Je suis chrétien aussi. Parce qu'on dit, ils ne formèrent plus qu'un quand ils sont unis. Mais lequel? Ce 1 là, c'est qui? C'est moi ou c'est ma femme? Voilà. Vous devenez un, non? C'est pas ça? Oui, mais lequel? Parce que le 1, on ne le sait pas, alors que le 3, c'est mieux. 3, c'est moi, c'est mon mari, et puis c'est ce qu'on a créé ensemble. Et ce qu'on a créé ensemble, ce sont les valeurs. Où vont venir se poser l'éducation de nos enfants, notre sexualité, la gestion de notre patrimoine. Et c'est ça qu'on va mettre en commun. Donc, mon apport personnel, l'apport de ma femme, on a mis ensemble. C'est cette troisième entité qui est importante. Et c'est ça qui sauve beaucoup de couples. Parce que vous allez voir, je reçois des couples en crise, ils vont venir, ils se disputent. Mais tant que c'est « Ah, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça », on attaque l'un, on attaque l'autre, ça ne va pas. Moi, je vais les renvoyer à « Mais qu'est-ce que vous avez créé ensemble ?» Est-ce que vous avez créé, par exemple, une stratégie pour gérer vos conflits? Qu'est-ce qui peut faire que, quand l'un crie, l'autre crie, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Est-ce que vous avez un code? Vous voyez, plein de choses comme ça qu'on peut mettre ensemble qui peut aider un couple. Et donc, au niveau de la sexualité, au niveau de la différence culturelle, c'est ça aussi qui peut être une richesse. On peut dire, bon voilà, on va prendre ce côté-là chez toi, on va prendre ce côté-là chez moi, on va mettre ensemble, ça va nous rendre riches. Parce que pour moi, je dis toujours, tout ce qui est interculturel rend plus riche qu'elle n'appauvrit. Parce que être dans le même, ça va pas, surtout au niveau de la sexualité. Hein, parce qu'on va voir les gens qui sont proches, même géographiquement, on le voit chez les juifs, hein, dans les kibbutz, où ils restent entre eux et il y a beaucoup de maladies génétiques. En fait, la différence enrichit. Le même appauvrit et rend vulnérable aux maladies. Nous allons prendre aussi un autre secteur, c'est la pornographie. Oui. Est-ce que la pornographie, docteur Lumbala, c'est ça la vraie sexualité? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes de par le monde sont accros. Aujourd'hui, avec l'Internet, la pornographie pénètre dans nos maisons, pas comme à l'époque. Aujourd'hui, nous l'avons avec nos téléphones. Comment, par exemple, parler de la pornographie à nos enfants? Que dire au couple par rapport à la pornographie? Est-ce que c'est vraiment ça la sexualité réelle? Non, c'est de la fiction. C'est un film d'ailleurs, on le dit, c'est un film. Et moi, ce que j'aime dire aux jeunes, c'est un film. Alors, quand vous regardez un film d'action avec un héros qui va tuer 100 000 personnes, c'est pas la réalité. Toi, tu ne sauras pas le faire. Un film porno, c'est la même chose. C'est quelque chose qui a été monté des centaines de fois. Et c'est tout ce que vous voyez là est faux. Parce que j'avais une dame qui m'avait dit, mais docteur, moi, j'aimerais crier aussi dans un film porno. Mais je dis, mais vous ne savez pas si elle crie de plaisir ou de douleur. Tout ça est faux. Alors, il y a des hommes qui me disent, oui, mais moi, j'ai vu dans un film porno, quand le monsieur éjaculait, il y avait beaucoup de sperme. Je dis, mais non, tout ça, c'est un montage. C'est du lait qu'on a mis, on a mis une pompe à côté. Enfin, ah oui, évidemment, si vous regardez le tournage d'un film porno, mais c'est de la fiction. Tout est fictif, il n'y a rien qui est réel. Et donc, quand on montre la réalité telle qu'elle est aux enfants, je pense qu'ils peuvent s'en détourner. D'interdire tout ça. Est-ce que quelqu'un peut devenir accro à la pornographie? Bien sûr. Bien sûr, les addictions sexuelles existent. Oui. Ah, donc l'addiction dans la consommation, elle existe. L'addiction dans la fantasmagorie, hein, donc il y a on voit des troubles comme l'exhibitionnisme, il y a des troubles comme le voyeurisme, il y a beaucoup de troubles que j'ai vus. Est-ce que les Noirs en souffrent? Parce qu'on a l'impression que c'est un truc des Blancs. Est-ce que les Noirs souffrent de ces addictions, de ces troubles-là? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. On n'en parle pas beaucoup parce que, alors ce qui est étonnant, c'est que l'hypersexualité parfois est valorisée. Un homme qui est addict au sexe va trouver ça bien.
Il va dire, ah non, moi j'ai besoin de autant de coups, j'ai besoin de tant de partenaires pour me satisfaire, pour me sentir bien. Et les autres vont applaudir, alors qu'il s'agit d'un trouble. Vous voyez. Donc c'est ça qui est contradictoire, c'est ça qui fait que c'est compliqué à prendre en charge, parce que lui-même ne se rend pas compte qu'il souffre d'un trouble. Lui, il pense qu'il est bien, parce qu'il est un grand consommateur. Mais on va dire c'est comme un boulimique, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, son corps grossit, ça va causer des maladies et il va en mourir. Donc c'est la même chose avec l'hypersexualité. Nous allons terminer par l'homosexualité. Docteur, je ne pouvais ne pas en parler parce que déjà cette semaine, on a célébré la journée internationale contre l'homophobie et tout ça. En Occident, on sait qu'il y a toute une journée consacrée à ça. Mais la toute première question, est-ce qu'on est homosexuel ou on le devient? Vous êtes sexologue. Est-ce qu'on devient homosexuel ou on est homosexuel? Non. On ne naît pas homosexuel. Il y a des études qui ont été menées dans les années 60 où oui, on pensait cela. Donc on pensait que, alors c'est un grand sexologue, Alfred Kinsey, américain, qui avait mené une grande étude. Il a fait ce qu'on appelle presque les bibles de la sexualité américaine. Donc il a fait une étude approfondie sur la sexualité de ses compatriotes. Et là, il avait défini que l'homosexualité, en gros, si vous voulez, pour lui, l'innervation, donc ce sont les nerfs qui se trouvent dans l'anus d'un homosexuel, sont équivalents aux nerfs du vagin chez la femme. Donc pour lui, c'était naturel, c'était physiologique qu'on soit homosexuel. Vous voyez, donc c'est une fausse conclusion. Parce que ça, moi ce que j'aime bien ramener à ça, c'est par exemple si on prend les chiffres en Occident, en Belgique d'où je viens, 20% d'homosexuels ont recours à la sodomie, donc à la pénétration anale, 20%. 80 autres, c'est pas ça qui les intéresse. C'est des câlins, c'est des tendresses, c'est s'embrasser. Ils sont là-dedans. Donc, nous, on perçoit les homosexuels comme, d'ailleurs, on le dit, des sodomites. Mais je dis, c'est seulement 20%. C'est seulement 20%. 20%. Si je prends les chiffres et à Kinshasa, chez nous, on ne sait pas. Vous en recevez, est-ce que quelqu'un peut quitter cet état d'homosexuel pour redevenir hétéro? Parce qu'avec les églises, on nous dit que c'est satanique, que c'est nanana, il est possédé par un esprit. Quand vous recevez un homosexuel dans votre bureau, qu'est-ce que vous lui prodiguez comme conseil? Est-ce que vous le traitez d'anormal? Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce qu'il peut redevenir normal, entre guillemets? Mais qui dit que l'hétérosexualité est normale? Alors moi, parfois, je me dis, quand on permet le mariage des jeunes filles, on parlait des Kasaï, quand on permet le mariage d'une jeune fille de 13 ans, c'est de la pédophilie. Vous voyez, mais c'est accepté socialement. Alors moi, je vais condamner plus un pédophile comme ça qu'un homosexuel. Parce que on va vous tuer, hein? Oui, non, mais je préfère... Les Noirs, en général, sont homophobes, hein, en fait, en général. En général. Parce que la loi congolaise, elle est neutre. Elle ne condamne pas l'homosexualité. Ah bon? Oui, ça c'est la législation congolaise, elle est comme ça. Elle n'est pas contre l'homosexualité. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'homosexuels, non seulement ils ne sont pas condamnables, parce qu'on ne va pas vous mettre en prison parce que vous êtes homosexuel. Ça n'existe pas au Congo, non, ça n'existe pas. Mais maintenant, on ne va pas non plus vous protéger. Ça veut dire, si moi on m'a frappé parce que je suis homosexuel, je vais à la police, mais le policier ne va pas me défendre. Il va encore vous taper. Voilà, il va encore vous taper. Vous voyez, donc c'est ça qui est compliqué, c'est que le poids officieux est plus important que sur l'officiel. Donc si on appliquait la loi, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Donc oui, l'homosexualité est là. Alors, c'est pas, moi je ne dirais pas d'ailleurs, c'est enlevé, hein, parce que là, on classait l'homosexualité comme faisant partie d'un trouble mental. Ce n'est plus une maladie. Ce n'est plus une maladie aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est une orientation sexuelle. Une déviation ou une orientation? Une orientation. Je ne dis pas déviation, parce que je dis déviation, la pédophilie. Hein? Oui, tout à fait. C'est une orientation. Parce que c'est une personne, vous savez, ce qui est compliqué, moi j'ai rencontré beaucoup d'hermaphrodites. C'est-à-dire des personnes qui ont deux sexes, qui sont nées avec deux sexes. Et donc j'ai accompagné l'un d'entre eux à Bruxelles. C'est un monsieur qui avait un vagin et un clitoris de 3 cm par lequel sort du sperme quand elle est excitée sexuellement. Enfin, elle ou il. Donc il avait les deux sexes. Et maintenant, c'était à nous de faire un examen pour dire quelle orientation sexuelle lui conviendrait. Donc il y avait un examen endocrinologique, psychologique, psychiatrique, médical, tout ensemble pour l'aider à prendre ces décisions-là. Vous voyez, quand on fait face à des cas pareils, c'est là qu'on réfléchit. Parce qu'il y a beaucoup d'hermaphrodites. Il y a des gens qui naissent avec les deux sexes, mais les médecins décident d'une orientation sexuelle. Sans l'aval de... Sans l'aval. Ou alors, en tout cas, je pars de l'Occident, où on va poser la question aux parents. Mais vous savez, le parent va dire son désir à lui. Il va dire, moi je voulais un garçon. Vous êtes sexologue, parce que nous sommes vraiment en train de chuter. Quel conseil donnerez-vous à un parent qui se rend compte que son fils ou sa fille est homosexuel? Est-ce que doit-il le rejeter? Qu'est-ce qu'il doit faire pour aider, au fait, moi je me permets, pour aider peut-être son fils, ou doit-il permettre cela? Comment peut-il se comporter face à un enfant homosexuel? Ou à quel âge on découvre déjà qu'on est homosexuel? Alors on ne sait pas.
on le découvre souvent au cours de l'adolescence. Parce qu'au moment de l'adolescence, on a des pulsions, on le sent, on sent des tendances, on sent qu'on est attiré par un garçon ou par une fille. Maintenant, ce qui est important, moi j'aime dire, c'est que les homosexuels ont beaucoup de culpabilité. Alors j'ai rencontré autant des hommes, des femmes, autant des chrétiens qui se disent, mais pourquoi ça m'arrive, moi? Vous voyez, donc c'est pas une revendication, parce qu'on a l'impression que l'homosexualité est une revendication. Non, au contraire, c'est que la personne se dit, mais elle en souffre elle-même. Vous voyez, donc moi je dirais c'est une souffrance déjà pour la personne. Donc si le parent accompagne l'enfant en disant, mais comment tu te sens, comment tu vis ce choix que tu as posé ou cette orientation que tu suis, comment tu te sens avec ça? Comment tu te sens à côté d'un homme, à côté d'une femme? Ben, vous allez voir que là, vous allez pouvoir accompagner votre enfant en pensant d'abord que c'est un poids d'abord pour lui. Parce que imaginez... Doit-on le rejeter? Non. Le rejet ne sert à rien parce que vous avez rejeté et après, comment vous allez vivre avec ça? Comment vous allez vivre avec le sentiment d'avoir rejeté, je parle d'une maman, le fruit de vos entrailles que vous avez aimé, que vous avez chéri? Comment vous allez le rejeter? Vous voyez? Parce que rejeter, c'est rejeter le problème. Mais le problème sera toujours là dans votre tête. Là, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que c'est moi qui lui ai transmis? Parce que, par exemple, chez les hommes, on dit, oui, mais c'est la maman qui l'a gardé dans ses jupes, il est resté le fils à sa maman, on le laissait mettre le maquillage. Enfin, on pense que l'homosexualité vient des tendances féminines que l'enfant aurait pris dans son milieu de vie. Vous voyez? Donc, non, c'est pas ça. Moi, je pense le rejet, non. C'est accompagner l'enfant, aller avec lui, alors le transformer ou le guérir ou le convertir. Mais non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que comme je dis, ça dépend de ce que cherche la personne et voir qu'est-ce qu'elle peut trouver maintenant au niveau de la société. Et là, ça sera l'emmener vers l'équilibre. Voilà. Nous sommes donc à la fin. Un mot, est-ce que un mot de la fin, docteur, pour terminer, est-ce que vous invitez les gens à venir vous voir et tout ça? Est-ce que le sexe est vraiment quelque chose de sale pour terminer? Quel est votre message? Est-ce que le sexe est quelque chose de sale? Si c'était quelque chose de sale, vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Hein, je pense que c'est ce qui est à la base de la vie, et la sexualité. Et donc c'est quelque chose qu'on doit prendre à sa juste valeur, quelque chose qu'on doit valoriser tel qu'elle le mérite, et en parler, ça serait vraiment une bonne chose. En parler, ça sera une bonne chose. Nous avons pris le courage d'en parler. Excusez si ça va choquer certaines oreilles, mais de temps en temps, il faut aussi vous brusquer pour que vous puissiez comprendre. Nous avons parlé du cancer de col de l'utérus. Les parents, amenez vos jeunes filles, en tout cas se faire consulter. C'est très très important. Évitez de donner la pilule à tout va. Il faut d'abord des examens. Aimez vos enfants homosexuels, entre guillemets, le docteur l'a dit, peut-être les accompagner. Tout ça, le viol. Évitez de vous laver quand vous avez été violé. Allez vite, vite pour des examens, pour qu'on essaie de faire des examens, et les femmes et tout ça. Voilà, nous avons eu quelques éléments par rapport à la sexualité en général. Merci en tout cas de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et prenez rendez-vous avec nous pour une autre internationale. Au revoir et merci encore, docteur.